On a transformé un peu ces agents de service client en des machines, en des robots qui vont traiter des tâches à très faible valeur ajoutée. Le grand drame de tout ça, c'est que quand il y a une question qui est compliquée avec un besoin de valeur, un besoin d'émotion, en fait, les humains, ils se sont robotisés, ils se sont un peu aliénés avec le travail, avec le volume. Et en fait, l'IA, qu'est-ce que ça permet aujourd'hui ? Ça permet de traiter toutes ces tâches répétitives à très faible valeur ajoutée pour pouvoir les traiter avec des machines. On va permettre de dégager du temps à ces agents-là pour traiter des tâches à plus forte valeur ajoutée où justement, là, on a besoin d'humains, on a besoin d'émotion et on a besoin d'adaptabilité. Bienvenue, je suis Laurent-Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo. Je suis Marjorie Paillon. Et vous allez écouter Changement d'époque en cours, le podcast de l'IA. Changement d'époque en cours. Épisode 12. L'IA et le service client. Bienvenue à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Changement d'époque en cours. Aujourd'hui, nous allons faire un arrêt sur image sur une application très concrète de l'IA, un domaine dans lequel ces technologies sont déjà à l'œuvre et où elles dépoussièrent et modernisent toute une filière. Si je vous dis, pour parler à un conseiller, appuyez sur la touche étoile de votre téléphone. Vous l'avez, Hotline, service après-vente réclamation, l'IA est en train de tout changer dans les métiers du service client. Et pour en discuter aujourd'hui, nous recevons non pas un mais deux invités. Bonjour Angélique Gérard. Bonjour. Vous avez dirigé la relation client de l'opérateur téléphonique et Internet Free pendant plus de 2 décennies, de 1999 à 2022. Et vous êtes aujourd'hui administratrice de plusieurs sociétés, auteure, conférencière et présidente de la STEM Academy, un organisme de formation spécialisé notamment dans l'IAGEN. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. À vos côtés, Nicolas Pédissier. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Vous avez dirigé le service client d'une des licornes françaises, l'entreprise Back Market, spécialiste de la vente de matériel informatique et téléphonie reconditionné. Et il y a 2 ans, vous avez fondé la start-up Clark, où vous dirigez les équipes en charge notamment du produit. Et je ne vais pas présenter Clark à votre place, je vous en laisse le travail. Nicolas, qu'est-ce que c'est Clark ? Racontez-nous. Merci Laurent pour l'invitation encore. Alors Clark, c'est une solution d'IA générative spécialisée pour les services clients sur tous les canaux écrits. Notre produit phare, ça va être notamment le mail, où on va aider les agents à trouver la bonne réponse et à la rédiger de manière la plus facile et la plus fluide possible. On est aussi très bon sur le canal du chatbot, mais vraiment notre produit phare aujourd'hui, c'est le mail. Et on a pris 6 mois de R&D avant de lancer notre premier prototype et notre premier produit sur le marché il y a 1 an, donc juste avant les annonces de Klarna par exemple. Et à ce moment-là, depuis ce moment-là, on a déjà traité 1 million de requêtes pour une 50aine de marques. Angélique, est-ce que vous connaissiez Clark ? Évidemment que je connaissais Clark. Ça vous inspire ? Vous achetez le pitch ? Je prends totalement. Ouais, en plus, j'ai eu la chance, on a eu la chance d'en discuter juste avant avec Nicolas et effectivement, c'est bluffant tout ce qu'ils font aujourd'hui. Alors, Angélique, on reste avec vous pour démarrer. Vous avez été aux manettes d'un service client, d'une entreprise qui compte des millions de clients. Vous connaissez ce métier par cœur. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frappe le plus ? Qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce que l'IA est en train de changer dans le service client ? Alors, il y a énormément de choses, donc je pourrais donner des tonnes d'exemples et pour être tout à fait concrète, je vais présenter peut-être 2 sujets où je suis le plus surprise avec l'exemple et finalement ce qu'il faut le point d'attention, le point de vigilance. Donc, ce sont les assistants prédictifs, donc tout ce qui est recommandations personnalisées, on le voit dans notre quotidien aujourd'hui avec Netflix et Amazon qui utilisent en fait l'IA pour analyser l'historique des interactions et proposer des recommandations ultra personnalisées. Donc, concrètement, la valeur ajoutée pour le client, c'est le gain de temps, la découverte de produits ou services qui lui correspondent le mieux et qu'il n'aurait peut-être pas trouvé tout de suite de lui-même. Et puis, il y a quand même une limite sur laquelle il va falloir travailler, c'est un excès d'ultra personnalisation qui peut être perçu comme intrusif parce que le client ne sait pas forcément comment en fait ces données sont utilisées. Il y a un deuxième cas que j'adore parce qu'on dit très souvent que les IA sont pas capables, d'émotion, d'empathie. Moi, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Expérience client, une histoire d'émotion, et donc la symétrie des attentions, c'est un de mes gros sujets. Donc, je suis très attentive à ça.
Et force quand même, et on peut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, l'IA a fait de très très beaux progrès et très rapides. Donc, pour donner un exemple, il y a une entreprise comme Cogito, en fait, qui développe des solutions qui analysent la voix des clients pour détecter le stress ou l'irritation. Et donc, un conseiller, il va être alerté, en fait, sur son canal, on est sur un canal téléphonique, il est alerté en temps réel pour adapter son ton et son discours. Forcément, en termes de bénéfices, l'interaction, elle est tout de suite plus empathique. On améliore l'expérience client. Et s'il y a un défi, c'est finalement de se dire comment ces outils vont garantir, comment on va garantir qu'ils ne deviennent pas non plus trop intrusifs dans l'analyse des émotions. Mais voilà, c'est un gros changement et ça change les interactions entre les entreprises et les clients et c'est juste incroyable ce que l'on vit sur le sujet. Il y a beaucoup de choses, c'est un sommaire parfait. Nicolas, je vous renvoie la question. Qu'est-ce qui vous marque le plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous bluffent? Parce que vous avez monté une boîte sur le sujet, donc vous y croyez, j'imagine. Mais c'est quoi qui vous bluffe encore aujourd'hui sur ce que l'IA est en train de changer dans le domaine? Ce que je trouve fascinant avec l'IA et avec justement l'arrivée de ces machines intelligentes, c'est que paradoxalement, on est en train de réhumaniser la relation client. Je m'explique, moi ça fait 15 ans que j'évolue dans la relation client et depuis 15 ans, j'ai vu plutôt souvent et quasiment tout le temps une mécanisation, une productivisation de la relation client. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de tâches, des volumes qui rentrent, de la croissance à gérer. On ouvre nos canaux. Donc les clients ont l'habitude de nous contacter de plus en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux, les emails, le téléphone. Et on doit, en tant que directeur de relation client, on doit gérer un problème de volume et tout en gardant le coût derrière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait mécaniquement ces dernières années? On a un peu pressé les agents du service client en créant un culte de la productivité, aux dames un peu de la qualité. Et ce que ça a créé, moi, selon moi, c'est que on a transformé un peu ces agents de service client en des machines, en des robots qui vont traiter des tâches à très faible valeur ajoutée. Et le grand drame de tout ça, c'est que quand il y a une question qui est compliquée avec un besoin de valeur, un besoin d'émotion, en fait, les humains, ils se sont robotisés, ils se sont un peu aliénés avec le travail, avec le volume. Et en faisant ça, quand il y a Madame Michu qui a un vrai problème d'ordinateur, de connexion, on va pas lui apporter la bonne réponse. Et en fait, l'IA, qu'est-ce que ça permet aujourd'hui? Ça permet de traiter toutes ces tâches répétitives à très faible valeur ajoutée pour pouvoir les traiter avec des machines, créer de la satisfaction côté client, parce qu'en fait, ce sont des questions simples à faible valeur, donc on va répondre aux questions des clients. Et de l'autre côté, on va permettre de dégager du temps à ces agents-là pour traiter des tâches à plus forte valeur ajoutée, où justement, là, on a besoin d'humain, on a besoin d'émotion et on a besoin d'adaptabilité. Donc c'est vraiment ce paradoxe-là, c'est plus de machines pour plus d'humanisation, finalement. Alors, si on s'arrête un tout petit peu sur la mécanique pour qu'on comprenne bien, ce que vous décrivez, c'est un système dans lequel les questions qui sont les plus fréquemment posées, les questions auxquelles les réponses sont toujours les mêmes, pour lesquelles jusqu'à présent on cherchait à parler à un conseiller ou à une conseillère, ces questions-là on les flèche vers l'IA pour avoir un premier sas, pour filtrer là où il n'y a pas besoin encore d'avoir un échange complexe. Et déjà rien que ça permet de changer le boulot des gens qui sont au bout du fil dans les call centers ou dans les équipes du service client. Exactement. En fait, tout ce qui est processable, même les questions qui sont peut-être un peu plus compliquées, mais à terme, tout ce qui est processable, qui est intelligible, qui peut être créé par des arbres de décision. Ça fait des années qu'on crée des arbres de décision, on passe des heures carrées à faire ça. Ces arbres de décision, ils vont pouvoir être gérés de manière automatique par cette IA générative. On va pouvoir aller assez loin dans la processisation, même dans les actions. Et en fait, les humains, là, ils vont plutôt être dans leur rôle, en fait, dans leur rôle de pédagogie, de compréhension des émotions et même d'adaptabilité, parce qu'en fait, parfois, on a des cas extrêmes qu'on doit gérer en tordant un peu le process. Ça, la machine ne saura pas le faire. Les humains, aujourd'hui, n'arrivent pas à le faire parce qu'on leur apprend des process et tous les jours, ils doivent apprendre par cœur des process. Donc, en fait, on leur casse leur cerveau. Mais demain, ils vont pouvoir un peu adapter les process, créer de la fidélité, parce qu'en fait, on va faire un geste exceptionnel pour un client. Par exemple, il est en dehors de sa période de rétractation, c'est pas grave, on sait que ce client, ça fait 10 ans qu'il est client chez nous. En fait, de manière un peu intelligible, je serai un commerçant de rue avec mon commerce, bien sûr que je ferai un geste commercial. Aujourd'hui, c'est quasi impossible pour un agent de service client dans une équipe de 100 personnes de prendre cette liberté-là. Donc, on va pour redonner de la liberté. C'est ça vraiment, moi, qui me fascine et qui m'excite vraiment avec l'IA qui arrive dans le service client. Alors, beaucoup de promesses, on est hyper enthousiaste, mais Angélique, Nicolas, moi, parfois,
je veux parler à un conseiller. J'imagine que je suis pas le seul. On aime beaucoup l'IA dans Changement d'époque en cours, évidemment, mais force est de constater que depuis 2 ans que l'IA est là, on a encore des conversations parfois un peu laborieuses avec des chatbots, et on peut parfois même avoir l'impression que l'étape chatbot est un frein ou un obstacle à surmonter avant d'accéder à un être humain. Est-ce que demain, dans 6 mois, dans 1 an, je vais quand même pouvoir toujours parler à un conseiller ? Alors, sans doute, ça va dépendre des choix stratégiques des entreprises dont tu es client. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut y avoir des frustrations de la part de certains clients face à des boucles IA qui peuvent être interminables. C'est une réalité, mais c'est surtout que c'est des IA qui sont très mal implantées, et donc voilà, qui répondent insuffisamment, enfin qui sont insuffisamment testées par les équipes, justement, qui produisent ces arbres de décision, donc les équipes de connaissances, de parcours client. Donc il y a aussi une responsabilité quand on déploie en fait dans un parcours une IA, un process automatisé, d'aller bien le tester, de rappeler des clients qui ont été en lien avec l'IA pour améliorer, pour que ce soit le plus fluide possible. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Nicolas disait avant. L'IA, elle est là pour aider. Et globalement, c'est précieux aujourd'hui parce que ça génère moins de stress chez les conseillers. Alors, ils sont angoissés, inquiets de savoir s'ils vont garder leur job, mais la réalité, c'est que ça améliore le bien-être parce qu'ils ont moins de surcharge et qu'ils sont sur des choses beaucoup plus efficientes. Donc, oui, on va continuer à parler effectivement à des conseillers. Moi, je pense que déjà aujourd'hui, on serait capable de traiter 70% des contacts de façon totalement automatisée et on a un 30% qui est cette fameuse chaleur ajoutée où on peut scénariser le contact et c'est hyper important de former les équipes à la fois sur les soft skills parce que l'intelligence situationnelle, l'intelligence émotionnelle deviennent les véritables munitions dont on a besoin. On n'a plus besoin d'être un expert, on n'a plus besoin de connaître le process, d'être un bon technicien. Non, on a besoin d'être empathique, de savoir gérer les situations, d'accompagner le client au bon moment. Et puis, il faut les former aussi pour leur montrer comment fonctionne l'IA pour pas qu'ils en aient peur et qu'ils aient envie d'avancer avec elle. Donc voilà, je pense que finalement, tout le monde est gagnant dans ce type de stratégie, à la condition que ce soit bien accompagné de bout en bout. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit Angélique, Nicolas. Non, on ne va pas mettre à la porte tous les milliers de conseillères et conseillers qui travaillent dans les centres d'appel. Leur travail va changer beaucoup. Il y a aussi la notion de la techno, certes, mais il faut qu'elle arrive dans un contexte entrepreneurial. J'ai presque envie de dire presque une ligne éditoriale, une manière de parler aux clients. Il faut que ça aspire non seulement les processus, mais aussi l'identité de l'entreprise. C'est un point de contact de la marque avec ses clients. Comment on gère tout ça quand on arrive dans une boîte qui veut s'équiper, qui veut passer à l'étape supérieure avec l'IA? Alors ça me fait plaisir que tu me poses cette question parce que nous, c'est vraiment comme ça qu'on a construit la connaissance chez Clark. Ce qu'on a supposé, c'est que justement, comme tu disais Angélique, les process, en fait, c'est pas vraiment pour les humains. Moi, chez Back Market, j'aimais bien dire à mes équipes, common sense is king. C'est-à-dire le bon sens, c'est roi en fait. Tout le monde a la réponse à la question que le client se pose parce que en fait, en tant que acheteur de téléphone ou de tech, on a tous été acheteurs de tech. Quand on a ce problème-là, on sait exactement ce problème-là, on l'a vécu ou un proche l'a vécu. Donc on a déjà un peu la solution en tête. Donc en fait, tout ce qui est process, ça va venir à la machine et tout ce qui est un peu hors process, tout ce qui est proche du bon sens, là, ça va venir côté agent. Et quand tu me disais, oui, comment on fait pour, du coup, adonner le process, mais aussi le ton de voix aux machines, nous, en fait, c'est ce qu'on fait chez Clark, parce qu'on s'est dit, la connaissance, c'est la chose la plus importante dans une entreprise pour le service client. Et cette connaissance, c'est un vrai problème à maintenir, à créer pour nos clients. Et du coup, on voulait pas dépendre de nos clients pour recréer cette connaissance et maintenir cette connaissance et leur demander de la chefferie de projet très longue avant de se lancer dans l'IA. Et du coup, l'idée qu'on a eue, on s'est dit, en fait, cette connaissance, elle est déjà chez eux, elle est déjà présente sous leurs yeux dans leur CRM. C'est-à-dire que dans leur outil de ticketing, ils ont eu des milliers, voire des millions de conversations avec des clients finaux. Et dans ces conversations, il y a 2 choses. Il y a le process et il y a le ton de voix. Et du coup, nous, chez Clark, qu'est-ce qu'on fait ? On récupère toute cette connaissance via ces tickets, via ces échanges-là, qu'on recrée, qu'on concatène, qu'on va assembler dans une énorme base de données. Et grâce à ça, on va récupérer le ton de voix et la connaissance. Donc ça, c'est vraiment un outil pratique pour eux qui leur permet de garder leur image de marque et leur process.
Mais alors, je reste encore un petit moment sur ces conseillères et ces conseillers parce que leur job, Angélique, va changer. Les nouvelles compétences qu'il faut acquérir, auxquelles il faut se former, les compétences relationnelles, l'intelligence émotionnelle, c'est pas simple. Non, mais c'est passionnant. Ça s'apprend, mais c'est pas simple. Globalement, je vais être un peu trash, mais ils n'ont pas le choix parce que sinon ils seront au chômage. Donc, ils ont intérêt à y aller maintenant et plutôt à être demandeurs dans leurs entreprises de parcours de formation. Donc, oui, l'IA, elle vient redéfinir en fait le rôle du conseiller en profondeur. Ils sont, comme tu le disais, Nicolas, moins sollicités pour des tâches répétitives. Donc, ils deviennent l'interlocuteur clé pour des situations complexes. Et c'est là où ils font la différence. Mais c'est pas une évolution qui est automatique, en fait. Elle exige cette montée en compétences et une transformation culturelle profonde aussi des sociétés qu'il faut arriver à mettre en place. Typiquement, quand on regarde dans la banque et l'assurance, il y a des IA comme Watson d'IBM qui va analyser des millions de données clients pour aider les conseillers à personnaliser leurs recommandations. Là où avant, le conseiller était un peu tout seul avec son script, avec ses process et son incentive parce qu'il est là pour gagner sa vie. Donc aujourd'hui, c'est tout de suite plus simple. Le problème, c'est que si les salariés d'IBM sont pas formés, le risque, c'est que le conseiller d'IBM ne comprend pas comment l'IA fonctionne et il risque de mal interpréter en fait les suggestions et de perdre en crédibilité. Donc c'est important de les accompagner. Et puis voilà, ça redonne du sens au métier aussi sur le fait d'être sur des contacts un peu plus complexes, de faire appel aussi à sa propre intelligence, d'utiliser les recommandations faites par l'IA. Et puis c'est quand même assez gratifiant en fidélisation quand il y a des recommandations, c'est ce que tu disais. Donc on fait des clusters de clients, on regarde s'ils sont bons payeurs, depuis combien de temps, le mode de consommation, le nombre de fois où ils ont appelé le service client parce que ça aussi a un coût pour les entreprises. Et puis, on va pouvoir faire du prédictif et adresser tout de suite la bonne offre, même si on est sur un traitement à la base qui est un peu complexe, voire compliqué à gérer. Donc, non, c'est hyper positif. Moi, je trouve que le métier peut être revalorisé si effectivement on a cette culture forte d'accompagner et d'expliquer. Ça, je vous pose la question, j'ai l'impression, mais vous me confirmez ou vous m'infirmez, que ça peut aussi peut-être enlever une partie de la pression qui pouvait peser sur les épaules de ces équipes-là, leurs indicateurs de performance, savoir si un conseiller travaille bien. C'est des métiers qui étaient quand même très suivis, très KPIsés en bon français. Mais c'est quoi les indicateurs de performance sur le LLM, sur l'IA qui va recevoir une partie du flux de questions? Comment on sait si ça marche? C'est hyper simple. On trace. De la même façon qu'on fait ce qu'on appelle les 7 clés, les NPS, on les déploie aussi sur les IA avec des questions NPS, qui vont être Net Promoter Score. Ou ça peut être le CIS, le Customer Effort Score. L'avantage de l'IA également, c'est que c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc, il n'y a pas de rupture du parcours. Donc, là où avant, tu étais obligé d'attendre 8 heures du mat', je parle pour mon expérience, si à 22h30, le match de foot n'était pas terminé et que ta connexion Internet tombait, t'étais juste en désarroi émotionnel intense. Et là, il n'y a personne pour régler ton problème. Et bien maintenant, tu as une IA, effectivement, qui prend le relais. Et ça, c'est quand même, je pense que c'est précieux. Donc, l'IA, elle vient pas remplacer le conseiller, elle en fait plutôt un relation manager augmenté, un conseiller augmenté. Moi, je pense qu'ils gagnent du pouvoir, les conseillers. Parce qu'en fait, l'IA leur permet de faire des gestes pour lesquels ils n'avaient pas les droits. Combien de fois on s'est retrouvé face à un conseiller qui ne savait pas prendre une décision, qui ne pouvait pas prendre une décision. Là, aujourd'hui, une fois que c'est dans le parcours, l'IA te dit « Ok, tu peux proposer ça et ça. » Donc, tu as le pouvoir quand même. Et tu scénarises ton offre. Et ça, c'est top. C'est quelque chose que vous vivez aussi chez Clark. Vous sentez cette amélioration des conditions de travail, pour le dire de manière assez générique peut-être, dans les équipes de service client qui voient ces technos arriver à côté d'eux, leurs nouveaux voisins de bureau? Ouais, exactement. Moi, j'ai deux anecdotes. Les premiers, il y a deux indicateurs très positifs sur lesquels l'IA agit directement pour le quotidien des agents. Ça va être sur le turnover et sur la montée en compétences. Donc, quand il y a des vagues d'agents qui arrivent, en fait, comme ils sont épaulés par l'IA, ils vont très vite monter en compétences et comprendre quels sont les process de l'entreprise. En fait, c'est comme s'ils avaient un coach
Moi, je dis souvent à nos clients que, en fait, Clark, c'est juste une copie de leurs agents, quoi. C'est un autre agent parmi tant d'autres. Mais comme s'il était là depuis 6 ans, en fait, dans l'entreprise. Donc, ça va être un coach qui est assis à côté de l'agent, qui va l'aider à monter de compétences. Et du coup, c'est plus agréable pour l'agent et c'est plus agréable aussi pour les managers. De l'autre côté, on a le côté turnover où on va créer moins de productivité, moins de routine pour les agents. Donc, ils vont créer plus de valeur. Créer plus de valeur, ils vont être plus valorisés dans leur travail. Donc, ils vont être plus associés à la marque et plus heureux de leur travail au quotidien. Et l'autre chose qui est aussi assez marrante, c'est que une IA, elle se lâche jamais. Donc, elle se lâche jamais, elle s'énerve jamais. Donc, quand on se fait insulter, parce que ça arrive en service client, on voit des horreurs où on se fait insulter de manière assez violente, surtout par écrit, parce que l'écrit, on est vraiment protégé, on n'est pas à l'oral, donc on n'a pas l'impression d'insulter quelqu'un. Donc, les agents, parfois, se sont insultés, ont des cas très compliqués de harcèlement ou des plaintes comme ça. Et en fait, l'IA, là, elle va aider parce qu'elle va tout le temps s'excuser. Elle va tout le temps dire « je suis désolé ». Et dire « je suis désolé » à quelqu'un qui vous insulte, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, c'est très difficile. Donc ça les aide aussi. Donc ça leur décharge un peu sur leur charge mentale. Et c'est un des premiers retours. On s'attendait pas du tout à avoir ce retour-là. C'est un des premiers retours qu'on a eu des agents en disant c'est chouette, je commence ma journée. Et en fait, je suis quand même moins fatigué le soir parce que moins de routine. Et en fait, les insultes, je passe à travers. Ils ont l'impression que je suis désolé. En fait, je suis pas du tout désolé. C'est l'IA qui est désolé à ma place. Ça désamorce. Ça désamorce. C'est fabuleux. Exactement. C'est pas mal du tout. Ouais, mais c'est ça. Mais ça améliore le bien-être quand c'est bien fait. C'est un atout pour les entreprises. Alors, c'est un atout, on est hyper optimiste. Moi, je veux quand même vous ramener à un élément peut-être plus disruptif, parce que ces changements, ils concernent une filière. Les entreprises qui produisent qui opèrent les centres d'appel, qui opèrent toutes les technologies qui sont liées à la fonction de service client. Il y a un an, quasiment jour pour jour, en février 2024, la fintech suédoise Klarna déclarait que son chatbot de service client, récemment déployé, qui fonctionnait grâce à une technologie d'IAGEN, pouvait faire le travail de 700 agents, rien que ça. Et dans le même communiqué de presse ou dans la même interview, le patron de Klarna disait que c'était fini, on n'allait plus recruter de conseillers et de conseillers, on avait ce qu'il fallait, et que la techno allait permettre des économies et satisfaire les investisseurs, pour le dire très simplement. Et cette annonce, elle avait même chahuté les cours de bourse des très gros acteurs du marché. Ils ont pris une claque. Voilà. Un an après, qu'est-ce qu'on dit à ces acteurs un peu historiques des métiers du service client? C'est peut-être les dinosaures pour vous, Nicolas, mais qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit attention, si vous prenez pas le virage, il va quand même se passer des choses pas très très sympas pour votre portefeuille de services, pour votre place de marché. Ou est-ce que ces acteurs peuvent cohabiter? Est-ce qu'il y a un service client qui peut continuer à exister sans IA? Je prends alors. C'est une question super intéressante parce que moi, je suis convaincue que le premier impact de l'IA, c'est sur tous les outsourceurs et donc l'offshoring. Et avec un vœu peut-être un peu pieux que ça relocalise de l'emploi justement pour cette chaleur ajoutée recherchée. Donc, globalement, oui, il va y avoir... je pense, un énorme raz-de-marée en termes de... les effectifs vont fondre dans les prochaines années. Je pense même qu'ils pourraient fondre déjà considérablement aujourd'hui, mais que personne ne sait quoi faire en termes de stratégie sociale avec des milliers d'ETP, donc effectifs temps plein. Donc c'est un vrai sujet, donc tout le monde y va progressivement. Mais toutes ces grosses boîtes que tu évoques, Téléperformance, Fundever, Webhelp qui s'est fait absorber dernièrement, c'est des gens qui travaillent déjà sur des sujets d'IA depuis très très longtemps et qui ont aussi des propositions de valeur sur le sujet. Le problème, c'est que il y a des leaders aujourd'hui en IA un peu partout au niveau mondial, et que leur défi à eux, c'est de montrer qu'ils peuvent accélérer et avoir des bénéfices rapides avec les clients avec lesquels ils sont déjà en contrat. Donc c'est je pense que oui, il va y avoir un énorme sujet, mais ils sont tous très très conscients de ce qui va se passer et de cette fonte d'effectifs et du changement assez de ce changement significatif du métier. C'est la filière qui se restructure complètement. Comment vous voyez les choses, Nicolas? C'est j'imagine, pour partie vos concurrents. Alors, nous, c'est plutôt des partenaires. On parle plutôt avec eux en tant que partenariat parce que, comme vous l'avez dit tous les deux,
ils sont tout à fait conscients du problème. Je pense que Klarna, ça leur a mis un choc et de manière très factuelle, ça leur a fait mal. Et du coup, ils ont dit, il faut qu'on réagisse. Du coup, ils réagissent. Ils savent pas tous comment réagir. Il y en a qui le font en interne, il y en a qui le font en externe. Donc, nous, on a des discussions assez avancées avec plusieurs BPO là-dessus. BPO, pardon. Prestataires de services les outsourceurs. Les outsourceurs, donc tous les Concentrix, les téléperformances et tout ça. Donc, ils sont tout à fait conscients du sujet. Ils savent qu'ils doivent y aller. Après, ma vision des choses, c'est que la grande force d'un outsourcer, au-delà de la technique, c'est surtout l'humain. Ils sont capables de scaler l'humain, le recrutement, la formation. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, j'aime bien ce terme de chaleur ajoutée, mais ça va être un vrai challenge pour les managers de centre d'appel de créer cette chaleur ajoutée sur des agents qu'ils ont un peu formatés, en fait, au fil de l'eau. Donc, comment créer cette chaleur ajoutée? Comment former? Comment recréer de la valeur côté agent du service client? Je pense que c'est là le challenge le plus important pour eux, parce que il y aura certainement des réductions de volume, mais s'ils arrivent à créer plus de valeur, on pourrait imaginer plus de marge, en fait. Et donc, il y a certainement un nouveau modèle à créer, avec certainement de la réinternalisation aussi, parce que avoir une proximité culturelle va être très important pour ajouter cette chaleur ajoutée. Mais il y a quelque chose à jouer de leur côté. Et c'est sur l'humain, et pour l'instant, je vois pas trop d'initiatives, mais c'est comment on arrive à donner cette chaleur ajoutée, comment on arrive à recréer de la valeur, pour ensuite, on pourrait imaginer recréer des volumes. Parce que si on dit une entreprise, je crée de la valeur avec mes agents de service client, tous les services marketing veulent faire qu'une seule chose, c'est parler avec leurs clients finaux. Bah là, ce serait trop dommage de pas en profiter, de pas réouvrir les vannes qu'on a fermées depuis 15 ans en cachant nos numéros de téléphone, cachant nos mails. Donc, il y a quand même des opportunités à faire et ça va être les premiers qui vont arriver, qui vont créer vraiment de la valeur, à faire un peu un Klarna, mais en interne chez eux, qui gagneront, je pense. Je vais essayer de répondre à ta question sur comment on fait pour apporter cette chaleur ajoutée. Eh bien, tu vois, c'est le sujet, c'est le manager. C'est-à-dire qu'avant de former ses conseillers, il faut former le manager à toutes ces évolutions. Et en fait, notre manager, lui aussi, son métier, il va être profondément transformé parce que globalement, il passait du temps à mouliner des chiffres sur Excel, à revérifier les reports qu'on lui envoyait pour le calcul des incentives de ses équipes. Et il passait plus de la moitié de son temps, pour pas dire 70% de son temps, assis à son bureau. Et c'est pas ce qu'on attend d'un manager. Et donc, les managers, demain, vont devenir des vrais coachs. Et ils vont être sur le terrain, sur les plateaux de centres de contact, sur le terrain, avec leurs équipes pour les accompagner. Et ça, ce sera, je pense, effectivement un vrai plus. Et encore une fois, on est sur la formation des soft skills, on est sur l'acculturation à l'IA. Donc, ça passe forcément par un développement des compétences. Donc le manager, il passe moins de temps à regarder le temps moyen passé par conversation sur chaque conseiller et il passe plus de temps à débriefer les interactions, à identifier là où on peut être plus dans l'empathie, plus à l'inverse peut-être plus ferme, trouver la meilleure solution. Et c'est créateur de valeur. In fine, je pense aussi comme Nicolas. Mais c'est aussi un gros changement de rôle pour ces managers-là. C'est aussi de leur côté une nouvelle donne et eux aussi doivent se former. Ils doivent se former, oui. Et puis, comme les conseillers, vu que les équipes vont se réduire, ils seront moins nombreux aussi. C'est aussi un sujet, mais ils vont changer de job. Moi, je les appelle les futurs dompteurs de bots. Donc, ceux qui vont contrôler, surveiller l'algorithme pour pas que l'algorithme déconne et qu'il reste sur le parcours qu'on lui a assigné avec les objectifs qu'on attend de lui. Donc, tous les métiers vont être transformés, en fait. Et il y a une certaine aubaine pour ceux qui ont envie d'apprendre et de faire autre chose. Ok, alors je veux juste mettre le doigt sur quelque chose, on a un peu tourné autour, vous l'avez un peu dit, il y a quand même un peu de destruction d'emplois dans ce secteur à venir. Il y a quand même un gain de productivité très fort, il y a quand même des volumes qui vont se réduire sur une partie de ces équipes-là. Alors, ça a l'air de faire consensus entre vous. En tous les cas, moi j'en suis convaincue. Mais c'est le sujet, c'est vraiment un problème donc encore une fois de stratégie sociale, de comment on règle ce sujet et en sachant que les conseillers en centre de contact sont quand même des consommateurs. Donc, on va créer de la précarité. Le sujet de l'IA est tellement massif au niveau mondial sur tous les secteurs qu'il y a quand même un questionnement un peu général qu'on pourrait avoir sur comment on fait fonctionner nos industries si les gens n'ont plus les moyens d'acheter parce qu'il y aura une partie de la population au chômage. Alors, je vais être optimiste quand même. On nous dit que 80% des emplois à horizon 2030-2035 ne sont pas encore connus. Donc, globalement, tout change, mais il y aura peut-être un métier pour tout le monde. On en connaît un déjà, c'est dompteur de bots. Dompteur de bots. Ouais, moi, je recommande, fiche de poste. Il faut s'orienter là-dessus. Mais pour reprendre Klarna, puisqu'effectivement, alors il y a eu un effet marketing assez important, mais 1 an après l'annonce de l'intégration massive de l'IA chez Klarna,
qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ils ont quand même démontré une transformation tangible de leur service client, avec des gains significatifs en efficacité, en rentabilité, et finalement on peut constater que cette évolution, elle nécessite une gestion attentive pour préserver la qualité de l'expérience client et assurer aussi une transition équilibrée au sein des équipes. Mais avant de vous rejoindre, j'ai regardé et effectivement, ils ont réduit leur effectif de 5000 personnes à 3800. Et ils ont une amélioration des bénéfices qui est estimée là à date à 40 millions de dollars pour l'année en cours. Donc on voit bien que c'est pas bullshit. Il y a eu de la com et voilà, ils ont un peu ébranlé les gros dinosaures que tu évoquais, Laurent, mais c'est efficace. Et puis en quelque sorte, ils montent la voie aussi, donc ça permet de créer des vocations, des envies d'essayer, parce que le grand problème de l'IA générative, moi je le vois dans le spectre, c'est qu'il y a beaucoup de faiseurs de magie. C'est très magique. On a tous joué un peu avec ChatGPT, c'est magique, mais le problème de la magie, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche. Donc on peut être victime des hallucinations et des choses comme ça. Donc comment on le cadre, comment on crée de la magie et comment on transforme la magie en réalité terrain et on en fait quelque chose de héroïste. Et après sur les ROI, moi ce que je vois chez nos clients, c'est que c'est pas encore hyper net de comment on réinvestit ce gain, en fait. Parce que on pourrait réinvestir ces gains de productivité en supprimant des emplois, par exemple. Mais en service client, tu le sais bien, Angélique, mais on est souvent pris par le temps, pris par la charge. Et donc, quand on a un souffle comme ça, de gain de productivité où, en fait, on a de la disponibilité, souvent, on a très envie de les réinvestir quelque part. Donc, concrètement, là, nous, on a vu des clients qui ont réinvesti ces agents qui étaient disponibles sur la prise de téléphone. Et du coup, qui ont augmenté leur taux de décroché. Donc, ils ont gagné de la satisfaction côté email, mais aussi côté téléphone. Donc ça, c'est un exemple très concret, une anecdote un peu petite, mais qui montre que, en fait, on peut en faire plein d'autres choses de cette qualité, de ce gain de productivité. Et c'est un peu l'inconnu des prochains mois, prochaines années. Qu'est-ce qui va être destructeur d'emploi? Qu'est-ce qui va être créateur de qualité? Je pense que ça dépend vraiment des stratégies des entreprises. Ça va clairement être un point sensible à suivre qui va continuer de faire l'actualité du sujet. Je veux vous emmener peut-être sur un autre terrain et avoir votre regard, vous qui connaissez bien le marché français sur ces questions. Je pars d'une anecdote que celles et ceux qui suivent le sujet connaissent déjà bien. Encore une fois, il y a à peu près un an, début 2024, la compagnie aérienne Air Canada a été condamnée en justice à dédommager un de ses clients. Car son chatbot, qui fonctionnait avec une technologie d'IA générative, avait annoncé à ce client un tarif qui était inférieur à celui réellement pratiqué. Et puis après, il y a eu un espèce de rattrapage par l'humain chez Air Canada qui a dit « Ah non, pardon, c'est pas le bon tarif, faut payer plus cher ». Le client, il a dit « Écoutez, moi, votre chatbot m'a annoncé ça, je paye ça ». Il a gagné en justice. Air Canada a tenté de dire « Écoutez, non, c'est pas de notre faute, c'est la technologie, on maîtrise pas complètement ». Mais la justice a rien voulu entendre et a dit « Non, c'est votre techno, c'est sur votre site web, on fait un signe égal, c'est comme si c'était la parole d'un être humain, quoi. » Là, on est au cœur d'un sujet qui n'est pas propre à l'application dans le service client, qui est les hallucinations, les erreurs dans les réponses fournies par les LLM, par les systèmes d'IA générative. Est-ce que ça, ou d'autres types de craintes, de freins, sont potentiellement des obstacles qui sont encore assez présents chez vos clients, Nicolas, ou chez les entreprises que vous connaissez, Angélique, qui envisageraient de déployer peut-être à l'échelle ces systèmes, mais qui se disent j'attends de voir, ça n'a pas l'air d'être encore suffisamment sûr, j'ai beaucoup à y perdre, voilà, culture du risque. Alors, ce qui est très marrant sur ce sujet-là, c'est qu'il y a encore un petit paradoxe, c'est que les agents de service client, enfin les humains, comme vous et moi, en fait, font des erreurs. En fait, on n'est pas à 100% de justice. Donc, cette erreur-là de remboursement faussé, ça arrive tous les jours, en fait, dans les services clients. Moi, ça m'est arrivé personnellement, où un agent d'une compagnie téléphonique m'avait dit quelque chose, il s'est trompé, du coup, il a quand même fait le remboursement. Donc c'est quelque chose qui arrive déjà, et du coup, on a un rapport à l'erreur qui peut être un peu curieux. Comme c'est une machine, il doit y avoir 0% d'erreur. Ce qui n'est pas du tout le cas de la Gen AI. Moi, j'aime bien comparer avec tout ce qui est intelligence artificielle générative à un collégien dans un DS. Donc, il a un DS, il a devoir sur table, petit contrôle. Il y a une question sur laquelle il ne sait pas répondre. Le collégien, il va tenter. On ne sait jamais, je vais peut-être gratter un point. L'IA générative, en exagérant un peu, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il a du mal à ne pas répondre. ChatGPT, il ne sait pas ne pas répondre. Nous, comment on a géré ça côté Clark? On a géré ça par la connaissance, qui est vraiment centrale chez nous. Et en fait, on se dit, on n'a pas de connaissance, on ne demande pas.
à lire. Comme ça, on lui pose pas la question au collégien qui sait pas. Donc, on n'a pas de risque de réponse à tort. Donc, c'est comme ça qu'on gère le risque. Donc, c'est une crainte côté client, mais en fait, ça va dépendre un peu de la maturité. C'est-à-dire que des directeurs de relations clients qui ont une certaine maturité savent que les erreurs, ça arrive. Et du coup, ils disent, en fait, si tu divises juste par 10, ou peut-être à 10% d'erreurs chez moi, si tu divises par 10 le nombre d'erreurs, en fait, je prends, quoi. Angélique? Ouais, je rebondis et je développe après. Oui, alors, nous, êtres humains, quand on est très en forme, mais vraiment dans le meilleur de notre forme, on fait à minima 3% d'erreurs. À minima. Donc, faut se dire que quand même c'est compliqué. Donc, les erreurs montent sur la journée. Donc oui, on n'est pas parfait et ces erreurs arrivent. Et je pense que l'IA, pour le coup, elle permet de réduire le risque d'erreur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, les hallucinations et la façon dont c'est perçu, oui, ça peut être un frein à la confiance parce que il y a certains modèles d'IA qui peuvent produire des réponses erronées ou biaisées. Donc forcément, ça met en danger un peu la crédibilité de ceux qui les utilisent. Donc il faut être assez prudent. C'est le cas notamment à New York, ce fameux avocat en 2023 qui a utilisé un chatbot juridique qui a généré de fausses jurisprudences dans un dossier et l'avocat, il s'est pris quand même un paquet de sanctions. Donc quand on utilise l'IA, il faut quand même qu'il y ait une vérification humaine et il faut qu'il y ait un système de validation avant diffusion en fait aux clients ou aux concernés. Donc voilà, je pense que après, en termes d'enjeux, moi, si je prends nos clients, et on évolue d'ailleurs nous aussi avec nos clients, on a des entreprises qui nous disent ouais, nous on a des prospects, ils nous disent ouais, on n'est pas encore assez mature, l'IA chez nous. Oh là là, mes salariés, mais non, mais ils y sont pas du tout. Vous vous rendez pas compte, on va les agresser avec le sujet. Et en fait, quand on dit écoutez, laissez, on va vous faire un test de maturité sur vos équipes et on vous le fait gratuitement, on vous le déploie. Et vous allez comme ça voir où vous en êtes sur ce sujet d'IA. Et à chaque fois, c'est bluffant parce qu'on se rend compte que les gens, alors que le boss pense que ils sont vraiment nuls et c'est pas le sujet, en fait, les gens sont déjà en train d'utiliser sur le lieu professionnel des IA qui, du coup, ne sont ni répertoriées, ni compliance, qui posent des problèmes d'éthique. Et les gens sont pas formés, en fait. Ils sont pas formés et donc ils rentrent des données de l'entreprise. C'est pas anonymisé. Ce qui est important, c'est de leur apprendre comment utiliser, comment être efficace, d'avoir des bénéfices. Donc, il y a un gros sujet en fait éthique et RGPD. Et puis, le sujet, c'est la confiance. Et la confiance, ça se décrète pas. En fait, la confiance, ça se construit. Et je pense que ça, c'est hyper important de travailler parce que l'IA, elle reste un levier de transformation, mais pas sans l'humain et pas sans ces systèmes de vérification. Donc, après, nous, sur le prompt, on forme beaucoup à l'art du prompting. Enfin, globalement, il n'y a pas d'IA défaillante. Il y a que des prompts défaillants avec des humains qui ne savent pas prompter et qui n'obtiennent pas la bonne réponse. Donc, et ça, on peut le voir régulièrement. Et parfois un problème de sens critique. Donc ça, c'est assez marrant. Moi, je lise pas mal ChatGPT avec mes enfants et je leur fais apprendre le sens critique en disant il peut se tromper aussi. Mais ça, c'est majeur en éducation, effectivement, de développer le sens critique des générations qui vont prendre notre place au travail parce que s'ils l'ont pas, on est un peu mal barré. Mais en fait, on est au cœur du sujet de l'acceptabilité de ces technologies, aussi bien pour le client final à qui on va proposer une interaction avec une IA, que pour les équipes de service client qui doivent savoir placer la technologie au bon endroit dans leur processus de travail. Si on revient juste un moment côté client, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer de favoriser l'acceptabilité par le client d'une interaction avec une IA, qu'on casse un peu cette réaction a priori de « Ah non, encore un chatbot, moi je veux quelqu'un, je veux un humain ». Comment on arrive à dépasser ça? Est-ce qu'on peut le dépasser? Est-ce qu'il faut être absolument toujours transparent? Vous parlez à une IA déjà, premier point? Là, c'est majeur. Okay. Il faut être transparent, éthique. Et après, la question essentielle qu'il faut poser, en fait, c'est jusqu'où on peut aller sans sacrifier l'élément humain. Et les entreprises, en fait, qui vont réussir sont celles qui vont trouver justement cet équilibre entre l'efficacité de l'IA et l'authenticité du contact humain. Donc, ça peut paraître être un savant équilibre à trouver, savant mélange. Mais pourtant, celles qui vont réussir sont celles qui arriveront à ça.
Nicolas, ça me fait penser, Angélique parlait au tout début de l'échange de la personnalisation de la conversation avec le client. Et chez Clark, vous avez tout ce sujet d'embasement, de connaissance, de vous connecter à tout l'historique des relations avec les clients. C'est flippant pour le client d'avoir une conversation ultra personnalisée sans s'y attendre, ou c'est simplement un gain de service, ça va plus vite et ça emporte tout. C'est un bénéfice qui dépasse le fait de se dire ouh là là, mais comment il sait ça? Ça, c'est une bonne question. Alors du coup, nous, côté email, comme on accompagne les agents à rédiger, finalement, c'est l'humain qui a le pouvoir, qui va choisir ou pas de choisir l'IA. Donc on n'a pas cette problématique-là. Et côté chat, c'est marrant, tu disais « je veux parler à un humain », le fameux phrase qu'on raconte tout le temps. Et en fait, c'est un peu la jeunesse de notre boîte de Clark. C'est-à-dire que j'en pouvais plus de voir des chatbots où en fait, la première phrase que je leur posais tellement c'était nul, c'est « je veux parler à un humain », j'essayais même pas leur case. Et on est encore un peu là-dedans, dans toutes les boîtes qui n'ont pas pris le pas de l'IA générationnelle, en fait, on a encore ces workflows à « je veux parler à un humain ». Mais pourquoi j'écris ça « je veux parler à un humain », c'est pas parce que j'ai vraiment envie de parler à un humain, c'est juste que je veux une réponse et que en fait j'ai pas envie de faire le travail de faire un workflow, de suivre un workflow où après j'ai peut-être un ego surdimensionné, mais je pense que ça arrive sur pas mal de clients en disant bien sûr que j'ai essayé d'appuyer sur reset ou j'ai bien fait des manipulations qu'il fallait faire. Donc je pense que la réponse c'est être transparent, c'est clé. Parce que ce que tu disais sur la confiance, c'est très vrai. La confiance, elle est pas innée, elle se mérite. Et la confiance, elle va se créer dans la transparence et l'efficience. Donc, c'est-à-dire que si je dis je suis une IA et que j'apporte une bonne réponse au client, c'est super. Et typiquement, nous, quelque chose qu'on a fait, parce que je veux parler à un humain, moi, ça m'avait traumatisé. Si jamais vous parlez à un chat de Clark qui lui dit je veux parler à un humain, on arrête tout de suite et on escalade tout de suite. Donc ça surprend parfois les clients parce qu'ils étaient bien en fait oui mais peut-être que tu as la réponse en fait. Et donc ils vont essayer. Mais ce dont on se rend compte, c'est que si on est transparent et qu'on est efficace, les clients sont très contents. Et un truc un peu anecdotique et assez marrant, c'est que on se rend compte que quand on leur dit je suis une IA en début de conversation et que ça se passe bien et qu'on parle en fait très humainement en fait avec ces machines-là, à la fin on se rend compte que les humains ils parlent à la machine comme si c'était un humain. Et c'est marrant, merci beaucoup pour la journée. Et en fait, les gens oublient très très vite, mais très vite, c'est en 3-4 messages. C'est vraiment... mais moi aussi, je dis merci à ChatGPT, je lui parle comme si c'était mon ami, mais du coup, ça recrée ça. Donc en fait, c'est un peu un faux problème. Tant qu'on est transparent et qu'on est efficace, ça va marcher. D'ailleurs, si tu me permets, Laurent, c'est un truc important, ce que tu dis, c'est que on ignore que la façon dont on va prompter, dont on va s'adresser en fait à l'IA, a un impact sur les hallucinations. Typiquement, je suis agressif, vulgaire, je mets pas de formule de politesse. Eh bien, l'IA va aller chercher des sources qui ressemblent à mes éléments de langage. Qu'elle va aller sur X, elle va aller... Et là, ça hallucine totalement. Alors que quand on est poli, c'est prouvé, il y a des études universitaires sur le sujet, quand on est poli avec l'IA, elle va dans un cadre de référence qui correspond aux éléments de langage et donc elle source et il n'y a pas d'hallucination. Je veux terminer en ouvrant sur peut-être une nouvelle frontière, une prochaine étape. Moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on est en train de faire là. La voix, se parler par la voix. J'ai le pressentiment, en regardant un petit peu ce qui se passe sur le marché, mais je suis content d'en parler à des experts, que la prochaine interface du service client, c'est tout simplement la voix et que la petite fenêtre du chatbot, elle a peut-être vocation à disparaître. Et derrière ça, il y a des évolutions technologiques très importantes dans l'IA vocale qui permettent d'avoir un niveau de qualité de compréhension, de traduction évidemment sur ces questions multilingues. Comment vous voyez ce sujet-là? Est-ce que demain, l'échange par la voix va prendre une dimension supplémentaire? Moi, je suis convaincue depuis 5 ans que effectivement la voix est un sujet stratégique et qu'il faut développer. Je sais pas comment vous fonctionnez dans votre quotidien, mais moi, je décroche plus mon téléphone. Je fais des vocaux sur WhatsApp, je fais des vocaux sur LinkedIn. Les gens m'écrivent et puis je réponds. Ils me disent « mais je savais pas que ça existait sur LinkedIn. » Je l'apprends aussi. Je fais que des vocaux. Si tu veux, ça me prend 10 secondes. C'est chaleureux. Les gens sont contents. J'ai répondu, je suis poli. Alors que si j'avais dû écrire, ça m'aurait pris un petit peu plus de temps. Donc, ça crée du lien aussi. Donc, moi, je suis intimement convaincue que ça va se développer et qu'on aura effectivement des IA. On espère juste qu'elles auront une voix comme toi et moi. Voilà, que ce soit aussi chaleureux et qu'il puisse y avoir un peu de spontanéité parce que c'est ça qui est sympa. Nicolas, est-ce que c'est des fonctionnalités qui sont dans la roadmap? Bien sûr, parce que la voix, c'est 50%. Vous voyez, il avait l'œil qui pétillait, là. Non, la voix, c'est passionnant.
C'est 50% encore du service client aujourd'hui. En fait, on a l'impression qu'on traite tout en email et c'est plus facile, mais en fait, ça reste 50% des flux du service client. Donc, c'est pour ça que ça va aller doucement sur l'IA générative. Les technos sont pas encore complètement présentes sur la voix, mais c'est clairement quelque chose sur lequel on va aller. Parce que rien qu'en termes d'efficience, comme tu disais, Angélique, la voix, on parle beaucoup plus vite, surtout moi, qu'on écrit. Et par contre, on lit plus vite qu'on entend. Donc ça, c'est quelque chose. Donc il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien... Moi, j'utilise beaucoup, par exemple, la dictée, où je vais dicter quelque chose sur WhatsApp, et pareil, je parle. Donc ça, c'est pas forcément très bien écrit en français, mais c'est beaucoup plus efficace. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Il y a déjà beaucoup de startups qui bouillonnent dans cet écosystème-là. Et on peut imaginer créer du lien, créer de la voix et avoir des voix assez humaines. C'est assez bluffant quand même ce qu'on arrive à créer là-dessus. Laurent, faut-il en déduire que ta prochaine invitée sera une IA spécialiste de la relation client? Peut-être, rendez-vous dans un an, mais si c'est le cas, je pense qu'il faudra qu'on refasse l'émission avec une IA et vous, pour avoir une conversation, pour retrouver cette chaleur ajoutée qui, je pense, est quasiment le hashtag de l'émission. Merci beaucoup, je pense que on était déjà un peu convaincus, c'est pour ça qu'on a fait cet épisode, mais on est d'autant plus convaincus, je pense, après la conversation, que c'est en train de changer fondamentalement cette industrie et c'est un des facteurs clés de la relation client et du succès de l'amélioration de la relation client, avec tous les avantages qui en découlent, de la fidélité, de la satisfaction pour les clients, et que c'est un vrai facteur de croissance chez les entreprises qui vont prendre le virage. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Angélique. Je remercie toutes les équipes de TX Magellan qui nous ont accueillis pour cet enregistrement. On a encore plein d'autres super épisodes à venir très prochainement. On vous dit à très vite dans Changement d'époque en cours. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, et ils s'annoncent exceptionnels. Retrouvez également notre newsletter Filter IA dédiée à l'intelligence artificielle sur la page LinkedIn de Converteo. Si vous voulez nous écrire, c'est par ici, changement@converteo.com. On attend vos commentaires, vos remarques, vos idées de sujets pour les prochains épisodes. Je remercie toute l'équipe de Converteo qui m'aide à préparer ce podcast, Mathilde Millet, Raphaël Fétic, Charles Le Tailleur, et un très grand merci aux équipes de Magellan qui nous aident à réaliser l'émission, Cécilia Gabizon, Yanis Hachemi, Raphaël Camoun et Gilles Chauvineau. Merci à toutes et tous, on vous retrouve très bientôt, salut!